Une fois les piles terminées, le tablier est alors progressivement poussé dans le vide jusqu'à atteindre la tête du premier pilier et venir enfin s'y reposer. Mais sur ces distances, c'est un pari hautement risqué. L'A89 prend son envol dans l'estuaire de la Gironde, à une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique et 20 kilomètres au nord de Bordeaux. D'emblée, les ingénieurs et maîtres d'ouvrage se trouvent en terrain compliqué. Le tracé démarre au cœur d'une des zones inondables les plus sensibles de l'Hexagone, avec des crues annuelles pouvant dépasser les 2 mètres. Hors de question que l'infrastructure vienne modifier l'écoulement des eaux et générer des catastrophes. On est dans des vallées inondables de l'Isle et de la Dordogne. C'est des plaines basses, humides et donc soumises à de nombreuses inondations très fortes. Le viaduc des Barailles prend son nom des prairies humides dans lesquelles il se développe. Avec ses 1460 mètres, c'est l'ouvrage le plus long de l'A89. Surtout, c'est un ouvrage de décharge hydraulique, c'est-à-dire qu'il doit laisser passer un maximum de volume d'eau sans créer d'obstacles. Un véritable défi pour les ingénieurs. À savoir que l'autoroute ne devait pas amener une augmentation des inondations de 2 cm dans les zones habitées, en sachant qu'il peut y avoir des dizaines de centimètres, voire 2 mètres d'eau. Les exigences qui nous avaient été fixées par l'État étaient extrêmement fortes et il ne fallait pas qu'en cas de crue centenale, par rapport au niveau d'eau, ça augmente de plus de 1 ou 2 cm. Et donc c'était très exigeant. Donc il a fallu positionner au bon endroit pour que le flot de l'eau ne soit jamais ralenti et qu'il puisse laisser passer l'eau comme s'il n'y avait pas d'autoroute en fait. Et donc ça a induit de faire un viaduc qui finalement n'est pas très haut, mais qui est extrêmement long, il fait plus de 1400 mètres de long. Et il a fallu démontrer que les écoulements d'eau en période de crue n'aggraveraient pas les inondations et on a fait des modèles dans lesquels on a pu tester et vérifier la faiblesse de l'impact du viaduc des Barailles. Afin de positionner au mieux l'ouvrage, une maquette de la taille d'un terrain de football va être fabriquée. Elle permettra de simuler les écoulements de l'eau au travers des structures en recréant les niveaux d'eau des crues sur les 100 dernières années. Une fois les caractéristiques hydrauliques de l'ouvrage déterminées, un chantier hors norme se met alors en place. Le kilomètre et demi de l'ouvrage sera constitué de 1038 tranches, dites voussoirs, de 50 tonnes chacune, qui seront fabriquées directement sur site et posées une à une, d'où son surnom, le mille-pattes. C'est un ouvrage qui a été réalisé avec un processus complètement industrialisé. On a mis en place une usine de préfabrication de voussoirs, tout proche du viaduc. Donc les voussoirs étaient faits régulièrement, entreposés pour avoir le séchage du béton et ensuite amenés sur le tablier du pont qui était construit au fur et à mesure, voussoir par voussoir, sans mettre un pied par terre. Le mille-pattes progresse ainsi tranche après tranche et la mise en place d'un mât de haubanage permet aux équipes de poser les voussoirs les uns derrière les autres à un rythme record, jusqu'à ce que l'ouvrage vienne buter sur 2 obstacles de taille. Son tracé croise le chemin de la route nationale et un peu plus loin, celui de la LGV Paris-Bordeaux, à fort trafic. Pour un ouvragiste, passer au-dessus de la voie ferrée, c'est un cas critique. Il faut être hyper vigilant, là aussi beaucoup d'organisation. C'était une course contre la montre. On n'avait pas plus de 20 minutes pour travailler au-dessus de la route nationale et de la voie ferrée. Donc quelque chose qui était répétitif, très bien huilé, avec des cadences élevées, un travail d'usine industrielle qui a fonctionné pendant 28 mois. L'A89 n'en a pas fini avec les eaux de l'estuaire. À peine assemblés, les 1038 segments du viaduc des Barailles, le tracé rencontre le fleuve. Proche de son embouchure, la Dordogne est ici à son plus large et son plus profond. Pour franchir les 450 mètres qui séparent les 2 rives, les ingénieurs vont encore devoir trouver des solutions inédites en opérant directement depuis l'eau. Alors imaginez des poutres qui font 25 mètres de long, qu'on dépose en bordure de berge, sur des pontons provisoires. On va les souder les unes aux autres pour que ça devienne une charpente de 95 mètres. Et une par une, on va les prendre, les soulever, les riper de façon à se mettre dans le sens du courant, les faire tourner donc au bout d'un filin, 360 tonnes, imaginez.
les positionner le plus délicatement possible sur les piles, mais surtout au millimètre près. C'est un travail extraordinaire. Il y a des marins qui maîtrisent leur engin avec une précision extraordinaire. Il y a une coordination avec les gens qui sont au sol pour faire le réglage fin de la fin. C'est véritablement des opérations extraordinaires. Reste que cette opération délicate se déroule dans des conditions et un environnement particulièrement compliqués et imprévisibles. En fait, on ne se rend pas compte, mais on est à plus de 100 km de l'océan Atlantique, mais il y a des marées. Donc il y a la marée montante, la marée descendante. On est à la confluence de deux rivières, l'Ils et la Dordogne, donc ça perturbe, ça amène des remous. Et puis on a travaillé, il y avait du vent. Donc il faut tenir compte de toutes ces conditions-là. On avait un petit créneau pour avoir la hauteur d'eau qui allait bien. On faisait ça à marée descendante. 560 mètres, c'est un ouvrage long, c'est pas courant. Et donc c'était véritablement un challenge technique. C'est un travail extraordinaire. S'affranchir des zones inondables n'est pas le dernier défi auquel les ingénieurs vont être confrontés. À peine la 89 laisse derrière elle l'estuaire de la Gironde, l'infrastructure rencontre un relief de plus en plus marqué et accidenté, matérialisé par les collines et les vallées profondes du Périgord, puis de la Corrèze. Le tracé va alors exiger d'imaginer et mettre en œuvre des ouvrages d'art toujours plus imposants et vertigineux. La 89, c'est l'illustration parfaite du génie civil français, parce que c'est une collection. Il y a plus de 37 viaducs. Ils ont tous une architecture différente, une implantation différente, ils répondent à des objectifs différents. C'est un relief assez marqué, même si ça ne monte pas très très haut, et donc ça a nécessité des ouvrages importants. Donc c'est une infrastructure avec une concentration très importante de grands ouvrages de génie civil, voilà. D'où effectivement la complexité technique de réalisation. Le viaduc des Bergères, au cœur du Périgord. Une brèche de 300 mètres de long pour 40 mètres de profondeur se présente. Le fond de vallée est trop étroit pour y déployer un chantier et il faut préserver le milieu naturel pendant la phase de construction. Ces grands viaducs vont traverser souvent des brèches dans lesquelles coulent des rivières, etc., qui sont des milieux assez sensibles. Et donc on essaye de faire en sorte que le chantier ait par lui-même le moins d'impact possible. Pour répondre à ces contraintes, les ingénieurs décident de mettre en œuvre la méthode du viaduc poussé. Il s'agit de construire le tablier sur les rives, de part et d'autre de la vallée. Seules les piles qui vont venir soutenir l'ouvrage sont érigées en contrebas, limitant ainsi l'emprise du chantier sur le sol. Une fois les piles terminées, le tablier est alors progressivement poussé dans le vide jusqu'à atteindre la tête du premier pilier et venir enfin s'y reposer. Mais sur ces distances, c'est un pari hautement risqué. Sur le viaduc poussé, vous êtes limité dans la portée des éléments, c'est-à-dire que vous avez votre charpente métallique, vous allez la pousser, donc à un moment elle va se trouver dans le vide, donc en porte-à-faux, jusqu'au moment où elle va trouver un appui. Et donc ce porte-à-faux, il limite la portée possible du lançage de votre charpente. Alors le principe, c'est que c'est le tablier qui va bouger. Au fur et à mesure qu'on le construit, on le fait avancer, ça libère le coffrage, on fait le tronçon suivant. Et on le lance sur les piles. Donc là, ils ont mis un très grand avant-bec de manière à pouvoir attraper la pile en face et un mât de haubanage également pour soulager la console avant que cet avant-bec accoste la pile sans casser le tablier pendant la construction. Le rapport entre la longueur de ce bec, 40 mètres, et celle des travées parcourues, 65 mètres, est considéré comme la limite technique actuelle pour un poussage de tablier. C'est un record mondial. À l'époque, le viaduc des Bergères a été un record de poussage, parce qu'en fait, c'était une travée de 66 mètres et c'était assez exceptionnel. À peine le viaduc des Bergères touche terre, moins de 200 mètres plus loin, la chaussée s'envole de nouveau sur le viaduc de la Barricade, reconnaissable à sa double pile centrale, qui concilie finesse et résistance. Mais la construction de l'ouvrage de 420 mètres va rencontrer un imprévu de taille. Sur le viaduc de la Barricade, je sais que l'on connaît difficilement le sol sur lequel on va construire.
On fait un certain nombre d'études géologiques, voilà, mais la réalité des travaux fait qu'il peut y avoir des surprises. Et à ce moment-là, les ingénieurs analysent et apportent des réponses et peuvent éventuellement modifier, compléter le projet, voilà, pour faire face à ces aléas.